Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Pepsi, au prix actuel, représente une opportunité d'investissement? Donc, pour nous aider dans notre analyse, on va se baser sur la stabilité du revenu, la stabilité de la marge, des marges plutôt, la stabilité du bilan, ainsi que l'évaluation de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez quelle est la valeur que j'octroie à Pepsi au prix actuel et si le prix actuel représente une opportunité d'investissement. Donc la première chose qu'on observe, c'est la stabilité ou la croissance des revenus quand on analyse une compagnie. Donc quand je regarde ici Pepsi, j'observe plutôt on va se dire une stabilité des revenus. On s'entend qu'à partir de 2021, le revenu est plus élevé que la moyenne qui est aux alentours de 70 milliards. La raison est simple. Pepsi Cola a fait 3 acquisitions au courant de l'année 2020. C'est la raison pour laquelle le revenu est boosté à partir de 2021. Donc généralement, oui, si vous voyez de la croissance dans une compagnie, il faut se poser la question, est-ce que cette croissance est organique, donc c'est-à-dire qui n'est pas due aux acquisitions, ou inorganique, donc qui est due aux acquisitions. Donc généralement la meilleure croissance c'est celle qui est organique, parce que l'inorganique en fait c'est pas qu'elle est mauvaise, mais si vous faites des croissances inorganiques et que vous surpayez pour des entreprises, vous aurez l'impression que le revenu augmente, pourtant il y a une destruction des marges et bénéficiaires, mais c'est pas le cas ici. Pepsi a fait des acquisitions, ce qui lui a permis d'avoir des revenus plus élevés en 2021. Elle a clairement les moyens de le faire. Donc ici, j'aime ce que je vois, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la marge brute. On recherche la stabilité de la marge brute ici. Est-ce que c'est le cas? Oui, on est aux alentours de 55%. C'est un bon point de départ. Checkmark. Maintenant, la marge EBITDA. La marge EBITDA, c'est le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. Donc ici également, on recherche la stabilité. Une certaine tendance au niveau du maintien des marges. Généralement ici, on a des marges aux alentours de, on va se dire, voilà, à tout casser, 19%. D'accord? Je suis bien conscient qu'ici, on a des 18%, mais il y a une raison particulière. N'oubliez pas également le contexte actuel. Donc, généralement, une compagnie comme Pepsi a un pricing power, donc elle a la capacité de pouvoir augmenter ses prix légèrement afin de pouvoir maintenir ses marges. Donc, avec la pandémie actuelle, les matières premières coûtaient un tout petit peu plus cher, et également avec les différentes acquisitions, il y a de fortes chances que le 18% actuel ici ne soit que temporaire. Donc dans l'ensemble, j'aime ce que je vois, c'est un checkmark. Maintenant, je vais étudier la dette nette sur EBITDA. Je recherche une dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Est-ce que c'est le cas ici? Oui, on a une dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Et on peut déjà observer que à partir de 2019-2020, la dette augmente. Donc, ce ratio-là augmente. Donc, ça sous-entend qu'on a réellement fait une acquisition. Donc, vous voyez, juste avec les chiffres, vous pouvez déjà voir ce qui se passe dans une compagnie. Donc, il faut creuser maintenant. Il faut lire les bilans financiers pour maintenant vérifier cela. Mais dans l'ensemble, j'aime ce que je vois ici. Et je suis certain que, voilà, c'est une entreprise qui a la capacité de rembourser sa dette de toutes les façons. Donc, c'est une entreprise disciplinée. On aime ça. Maintenant, tout ça est beau. Au prix actuel, combien est-ce que je suis prêt à payer pour Pepsi? Est-ce que Pepsi représente une opportunité d'investissement? Donc, je vous laisse observer. Ici, on a une moyenne de valeur d'entreprise EBITDA de 13,44, alors qu'en date d'aujourd'hui, on est à 20,14 fois les EBITDA. Ok. La réponse est évidente. Non. On n'a pas d'opportunité d'investissement présentement. Donc, à 171 $ l'action, Pepsi ne représente pas une opportunité d'investissement. Donc, en moyenne, s'il fallait acheter Pepsi Cola, à quel prix je donnerais pour Pepsi? Donc, on va prendre ici le ratio 20,14 en dénominateur divisé par 13,44. Ça représente ici 0,66. Donc, on prend le même 0,66, on le multiplie par le prix d'aujourd'hui. Ça revient à 114 $ l'action. Donc, si on achète PepsiCo à sa moyenne, on est à 114 $ l'action. Retenez que ce prix ne prend pas en considération la croissance du revenu. Donc, je vous ai peut-être pas mis ce tableau ici, mais sur les 10 dernières années, avec les différentes acquisitions, etc., c'est 2% de croissance en moyenne. Donc,
On s'entend que si on extrapole sur les 5 prochaines années, on n'aura pas plus que 2% de croissance. Sauf si l'entreprise est présentement à une stratégie maintenant d'acquisition. Donc c'est une bonne chose la stratégie d'acquisition. Mais rappelez-vous que si je fais des acquisitions, j'augmente également la dette. Et il n'y a pas de forte... Et ça ne veut pas dire que les acquisitions vont réussir. Donc dans 60% des cas, les acquisitions sont souvent foireuses. Donc généralement, il faut prêter attention à une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions. Par exemple, Atos. D'accord? C'est dangereux de faire beaucoup d'acquisitions sans toutefois intégrer ces entreprises-là. Donc, ici, $114, ce sera mon prix, la valeur que j'octroie à Pepsi. Mais en tant qu'investisseur, je vais essayer de payer un prix moins que $114 afin de pouvoir bénéficier du différentiel entre le prix et la valeur et ainsi qu'avoir une marge de sécurité supplémentaire. Moi, d'habitude, généralement, je cherche une marge de sécurité aux alentours de 50% en prenant en compte la croissance des revenus, bien sûr. Donc, généralement, si ma marge de sécurité devrait être aux alentours de 50% en dessous de la valeur, donc je n'achèterai pas cette entreprise avant les $60 l'action. Alors, vous allez peut-être rigoler, vous allez vous dire, mais jamais cette entreprise va arriver à ce niveau-là, etc., blablabla. Je vous rappelle une chose. Quand on observe 2009, 2012, on avait des opportunités d'achat au bon niveau. Donc, pourquoi est-ce que je vais me casser à acheter une entreprise absolument alors qu'il y a énormément de choix sur le marché? Donc, si une entreprise est surévaluée, passez à autre chose. Pas besoin de forcer. On passe à autre chose. Il y a tellement d'opportunités sur le marché que, en étant patient et avec la bonne stratégie d'investissement, vous pouvez vous en sortir. Donc, pour ceux qui aiment le dividende, si Pepsi venait à distribuer la totalité de ses free cash flow sous forme de dividendes, vous n'aurez pas plus de 2,60%. Pas plus que ça. Donc, ça veut dire que vos rendements de dividendes, il peut croître comme il veut pendant 50 ans. Vous n'allez pas aller au-delà de 2,60%. Oui, il y aura également de la croissance future. Mais actuellement, on a une croissance de 2% sur les 10 dernières années. Oui, on a fait des acquisitions. Mais également, il faut intégrer ces acquisitions-là. Il faut également repayer la dette. Et la priorité, généralement, d'une entreprise qui distribue des dividendes, c'est généralement de repayer la dette. Donc, on va peut-être augmenter le dividende, mais ça ne sera pas extraordinaire non plus. Comme je vous l'ai dit, le prix actuel ne représente pas une opportunité d'investissement. Et si vous basez sur le dividende qui est croissant depuis 20 ans pour acheter une entreprise en date d'aujourd'hui en espérant que ce même dividende-là pourra avoir une croissance supérieure dans les 20 ans, les 20 prochaines années, sans prendre en compte la taille du marché et les difficultés actuelles que l'entreprise rencontre, vous allez droit dans le mur. Et c'est uniquement à l'heure de la retraite que vous allez vous rendre compte que vous avez foutu la merde dans votre épargne. Donc, généralement, qu'est-ce qu'un investisseur fait? Simple, il essaie d'acheter une entreprise de qualité à un prix correct. Donc, généralement, comme moi je vous l'ai dit, mon prix ici, c'est $60 l'action. Quelqu'un d'autre va se dire c'est $80, mais je sais que la valeur est aux alentours de $114. Retenez une chose, que la valeur n'est pas statique, donc elle fluctue également dépendamment de nouveaux développements dans l'entreprise. Mais actuellement, en date d'aujourd'hui, je ne paierai pas cette entreprise à plus de $114 l'action. Et idéalement, j'aimerais l'avoir avec une marge de sécurité supplémentaire. C'est pour ça que je demande de l'acheter aux alentours de $60. Si le prix de Pepsi n'arrive pas aux alentours de $60, peut-être que je ne posséderai jamais du Pepsi dans mon portefeuille. Et ça ne me dérange juste pas, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités sur le marché. Donc, mon rendement de free cash flow par rapport à mon prix d'achat devrait être normalement aux alentours de 10% pour tous les achats que je fais. Ce qui veut dire que quand j'achète une entreprise, en date d'aujourd'hui, ça veut dire que si l'entreprise décide de distribuer la totalité de ses free cash flow sous forme de dividendes, en date d'aujourd'hui, j'obtiens déjà 10% de rendement. Donc, si je suis là pour le dividende, j'aurai 10% de rendement sur le dividende. Donc, c'est comme ça que vous devez réfléchir quand vous achetez une entreprise, pas juste se limiter au dividende. Je comprends également que certains vont faire du DCA. Retenez une chose, le DCA a du sens quand vous regardez dans le passé. Mais personne n'a jamais fait du DCA depuis au moins une dizaine d'années. C'est la raison pour laquelle vous êtes trop optimiste sur le DCA. Mais vous allez découvrir une chose, si vous vous fiez au DCA, vous allez vous casser la gueule. Faites du DCA sur les ETF. Ne faites pas du DCA sur les actions. Sur les actions, on fait du DVA, Dollar Value Averaging. Donc, c'est-à-dire que si j'achète une entreprise en date d'aujourd'hui, par exemple, Pepsi, si je considère que Pepsi Cola vaut $114 l'action, d'accord, après une analyse approfondie, pas juste qui se limite aux chiffres, je vais essayer de l'acheter en dessous de $114. Donc, tant que l'entreprise se négocie en dessous de $114, je peux faire du dollar cost averaging
ou bien du dollar value averaging. Je peux le faire. Mais dès le moment où le prix de l'entreprise est au-dessus de la valeur, c'est peut-être le moment de vendre. Vous n'achetez pas une entreprise continuellement dans le temps. Ce n'est pas un ETF. Et même avec un ETF, il faut faire attention. Donc, faites attention à la facilité. Généralement, les gens qui vous disent de faire du DCA ne savent pas investir. Ils viennent de commencer à investir et ils vous donnent des solutions miracles qu'eux-mêmes ils n'ont jamais testées sur le temps. Parce que ce qu'on oublie généralement, c'est que l'aspect psychologique est très important quand vous investissez. Et vous ne pourrez pas avoir cet aspect psychologique par rapport au DCA tant que vous n'avez pas vécu une crise. Si vous voulez faire le test, c'est simple. Faites du DCA sur n'importe quoi. Et on se donne rendez-vous dans 10 ans. Donc, faites très attention avec la facilité. Posez-vous les bonnes questions. Un investisseur, ça se pose des questions. Ça ne prend pas les choses bêtement. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo où on parlera sans doute d'une nouvelle compagnie. Donc, n'hésitez pas également à regarder les vidéos qui sont sur la chaîne qui concernent les différentes analyses que j'ai faites sur différentes compagnies. Donc, c'est ce qu'on va faire généralement ici. Vous pouvez également refaire la même chose que j'ai fait précédemment afin de pouvoir avoir la main. Je ne dis pas que ce que je fais est, voilà, c'est le Graal, c'est la méthode ultime. Non, 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 non. C'est une méthode qui vous permet d'avoir déjà une idée générale par rapport à l'évaluation de l'entreprise. Mais ne vous limitez pas aux chiffres, il faut creuser. Posez-vous toujours la question du pourquoi. Pourquoi c'est 20% de croissance? Pourquoi le revenu est à 77 milliards? Est-ce que la croissance va continuer ou bien, etc., etc. Posez-vous toujours les bonnes questions. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker la vidéo, la partager et on se dit à bientôt.